À ton avis, c'est quoi la plus grosse chaîne YouTube en termes de vues? Bah j'aurais. Tu me mets un doute, mais j'aurais dit MrBeast. Mec, MrBeast, c'est la 13e plus grosse chaîne YouTube en termes de vues. La 13e, Mais non. je te jure. Et est-ce que... Seconde chance. Vevo? Vevo, non. Non, 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 non. La plus grosse chaîne, c'est une chaîne YouTube indienne, T-Series, Ah ouais, qui ouais, en gros republie une tonne d'artistes. ouais, ouais, Mais ouais, pourquoi je te ouais. pose cette question? C'est parce que la seconde plus grosse chaîne YouTube, c'est Cocomelon. Cocomelon avec 199,81 milliards de vues. Et la particularité de Cocomelon, donc c'est une chaîne américaine, c'est que c'est du contenu divertissant pour enfants. En gros. Et en fait, lorsqu'on regarde de plus près, on se rend compte que la deuxième chaîne YouTube du coup, Cocomelon, la cinquième et la septième plus grosse chaîne YouTube, en termes de vues, c'est à chaque fois toutes des chaînes de divertissement pour enfants. Toutes des chaînes de divertissement pour enfants. Alors pourquoi est-ce que je parle de ça? C'est parce que il y a un mois et demi, il y a une newsletter qui est sortie qui a deep dive un, une comment dire, qui a deep dive une stratégie d'achat-revente. C'est une newsletter, je vous mettrai le lien dans la description. C'est une newsletter, je crois d'ailleurs, faite par des Européens qui à chaque fois expliquent toutes les opérations d'achat-revente avec toutes les stratégies qu'ils ont mis en place pour faire des retours sur investissement intéressants. Et ces derniers ont réussi à spotter un coup de maître réalisé par, alors c'est un trio, mais c'est surtout par une personne qui s'appelle René Rechtman, euh, qui a racheté en 2018, à partir de 2018, trois chaînes YouTube pour enfants. Donc les trois chaînes YouTube, en l'occurrence, c'était Cocomelon, Little Baby Boom et Blippi. Il a réussi à racheter ces trois chaînes YouTube pour à peu près 200 millions de dollars. Puis après, il a levé un peu d'argent pour en tout 400 millions de dollars. Pour ensuite revendre ces trois chaînes YouTube à une boîte qui était soutenue par Blackstone pour plus de 3 milliards de dollars en l'espace de 4 ans. 3 milliards de dollars en l'espace de 4 ans. Et donc, dans cette vidéo, j'ai envie, Alex, de te raconter déjà cette histoire qui est absolument délirante. D'autant plus que d'ailleurs, René Reichmann, ce qu'il faut savoir, c'est que le mec n'était pas entrepreneur. Il a jamais créé de boîte de sa vie. Okay, et ce qui est dingue, c'est qu'il a réussi à lever plus de 200 millions sur un pitch deck, alors qu'il avait jamais levé de boîte de sa vie. Ce qui est fou, hein. On est Et en il faisait quoi 2019. avant? Il faisait quoi le mec? Justement, je vais te raconter juste après. Ah. Et derrière, forcément, on va essayer de creuser le. Mais comment est-ce qu'ils ont fait pour faire avoir ce retour sur investissement de dingue? Comment ils ont fait, surtout, pour lever autant d'argent? Parce que la question que tu vas te poser, mais finalement, pourquoi est-ce qu'on le fait pas tous? Comment est-ce que ça se fait que trois inconnus ont réussi à faire ça? Et puis ensuite, pourquoi pas essayer de deep dive un peu le marché du divertissement pour enfants, le marché de l'IP, le marché du M&A et les business justement qui découlent. Donc, vidéo chargée. On a à peu près un peu moins d'une heure. Je pense que ça va être assez dense. Ok, let's go. C'est parti. Alors, René Reichmann, qui est-ce ce bonhomme? Il a travaillé chez une boîte qui s'appelait Maker Studio, qui en fait, donc c'était une boîte qui avait réussi à lever plusieurs dizaines, voire centaines de millions d'euros de base. Et en gros, Maker Studio, c'était une boîte dont la promesse était de dire, il y a plein de chaînes YouTube d'influenceurs qui sont sous-monétisés. Et nous, on va tout simplement leur créer plusieurs channels de vente, on va gérer leur partenariat et on va juste prendre une commission dessus. Ok. Donc, la boîte, très belle promesse. Finalement, on s'est rendu compte que ce genre de boîte, euh, à très grande échelle, finalement, ils ont assez peu réussi, mine de rien. Ou du moins, les boîtes qui réussissent, c'est des boîtes qui n'avaient pas levé d'argent et qui aujourd'hui sont cash flow ultra positifs. Mais toutes les boîtes qui ont suivi ce modèle, mais qui ont levé beaucoup, beaucoup d'argent, finalement, sont en train de se casser la figure. Et d'ailleurs, en petite parenthèse, on l'a vu aussi avec Webedia en ce moment, qui, de base, c'était une boîte qui valorisait plusieurs milliards et aujourd'hui, est valorisée moins de 300 millions. Toujours est-il qu'il était du coup, il bossait donc cadre sub chez Maker Studio. Et Maker Studio s'est fait racheter par Disney quelques années plus tard. Je crois que Disney a racheté Maker Studio pour 500 millions et quelques. Euh, et en bossant chez Disney, en fait, il s'est rendu compte d'une chose, c'est que
les chaînes pour enfants les plus populaires, donc qu'on vient de décrire sur YouTube, en fait, elles avaient comme particularité de ne pas du tout intéresser et du coup ne pas être détenues par des gros studios comme Disney, comme Pixar ou toutes les grosses plateformes de streaming. Et ça, c'était Ok. intéressant. Parce que de base, tous les films de divertissement pour enfants, c'est que les plus gros studios qui les diffusent. Et là, on voit des chaînes qui en fait génèrent des centaines de milliards de vues qui sont possédées par des créateurs et pas du tout par des gros studios de production. Clairement. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que Cocomelon, par exemple, ça existe depuis 2006-2007 et pendant 10 ans, la seule source de monétisation, c'était de l'ad YouTube. Rien d'autre, de l'ad YouTube. Donc il n'y avait aucune sponsor direct avec des marques, il n'y avait aucun merchandising, etc., etc. Donc le mec qui vient de Maker Studio, qui est une boîte qui sert justement à créer des relais de monétisation pour tout un tas de YouTubeurs, et il voit finalement qu'il existe des actifs sous-valorisés par le marché, qui en fait sont aujourd'hui totalement sous-monétisés et dont les plus grosses chaînes, les plus gros studios de production s'y désintéressent. Et là, il commence à élaborer une thèse. Sa thèse est la suivante. Il dit, OK, je vais aller regarder toutes ces boîtes, toutes ces chaînes YouTube, avec une IP de qualité. Avec une IP de qualité, et on a tous les deux beaucoup parlé d'IP sur cette chaîne YouTube, notamment avec la montée de l'IA. Ouais. Et je pense qu'on pourra revenir sur le sujet. Mais c'est très important. De un, il voulait chercher des actifs qui étaient sous-valorisés par le marché avec une IP de qualité. Donc, qu'est-ce qu'il appelait une IP de qualité? C'était déjà une marque forte, c'était un nom qui était brandé, Cocomelon, même si le nom a pas mal évolué, mais c'était Cocomelon par exemple. Il voulait chercher aussi à l'intérieur de cette IP des personnages symboliques. C'est le cas de Cocomelon, c'est le cas de Little Baby. Comment ça s'appelle déjà? Baby Boom, t'as dit cela. Little Baby Boom et Blippi, exactement. Ouais. Euh, et sur lesquels, eh bien, ils allaient pouvoir potentiellement derrière faire du merchandising. Il a monté cette thèse. Après, il est allé voir, donc il s'est associé avec deux autres personnes dont j'ai oublié le nom. Il est allé voir des banques. Ils ont réussi à lever 230 millions de dollars pour En racheter. bancaire, hein. Je crois que c'est que à Boker. Je crois que c'est que à Boker. Et d'ailleurs, c'était via une banque qui était spécialisée dans le marché du divertissement, justement. Ok. Et donc, au niveau des dates, c'était 2018 Little Baby Boom, 2020 Cocomelon, 2020 Blippi. Ok. Et je crois qu'à cette époque, Cocomelon, ça devait faire 20 millions de dollars de chiffre d'affaires annuel. Ok. En gros. En gros. Donc, ils ont levé 230 millions sur un BP, sur un pitch deck pour racheter ces différents actifs. Et après, ils ont levé en tout 400 millions de dollars pour accélérer la croissance. Okay. Donc, c'était en gros, l'investissement global était de 400 millions de dollars. Ce chiffre est important, notamment pour le retour sur investissement. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Déjà, ce qui est hyper intéressant avec ce genre d'actifs, notamment sur YouTube, c'est qu'en fait, la majorité des vues, notamment sur des chaînes qui ont 10 ans d'existence, bah, en fait, viennent de vidéos déjà tournées, déjà publiées. Et donc, ils avaient déjà un actif de vues qui était sous-monétisé et sur lequel ils avaient aucune production supplémentaire à faire. Donc, ça faisait des milliards de vues supplémentaires avec quelque chose qui existait déjà. Donc, c'était un actif qui était solide. Alors, juste avant de commencer le podcast, si vous voulez être la personne la mieux informée de la pièce en business et tech, on a une newsletter totalement gratuite qui vous envoie en 3 minutes par jour les 5 actus que vous devez absolument connaître pour avoir un coup d'avance et prendre les meilleures décisions. Vous allez adorer, c'est le premier lien dans la description. Alors forcément, ils ont rajouté des choses, ils ont créé des nouveaux personnages, ils ont poussé un peu la couleur pour rendre la chose un peu plus addictive, etc., etc. Ils ont créé des nouveaux scénarios, mais c'est hyper important de prendre en compte que, en fait, une immensité des vues qui étaient déjà présentes, enfin qui tournaient même après 2019, existait déjà, et le travail de production avait déjà été fait. Donc en termes de production vidéo, finalement, la majorité du travail n'a pas été sur ça. La majorité du travail, ça a été de faire 3 choses principales. La première chose, c'est qu'ils sont allés voir toutes les plus grosses boîtes de streaming, et ils ont commencé à leur dire, écoutez, est-ce que vous voudriez que l'on diffuse nos vidéos en exclusivité chez vous? Ils ont signé un deal avec Netflix.
Et Cocomelon est devenu, en l'espace de quelques années, la série, le show de divertissement pour enfants le plus regardé au monde sur Netflix. Donc ils avaient leur chaîne YouTube sur laquelle il y avait certains types de vidéos C'est ça, et c'est des vidéos d'autres qui très courtes. étaient exclusives à Netflix. C'est ça, ouais. C'est ça, c'est ça. Ensuite, Ok. ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont tout simplement créé du merchandising. Donc, ils ont créé des milliers de jouets sous licence, où ils ont repris à chaque fois l'IP des différents personnages, et ils ont commencé à bombarder. Ok. Logique, tu me diras. Et après, en fait, ils ont littéralement créé un écosystème à la Disney, sur les parcs, à chaque fois sur l'IP. Donc, de la sponsorisation de marques, du streaming, du merchandising, et même, je crois, pour Blippi, ils ont créé une comédie musicale live où ils faisaient le tour des États-Unis pour à chaque fois motiver les enfants à venir, etc. etc. Et ça a réussi à brasser beaucoup de cash. Donc, ils avaient une stratégie globale d'écosystème qu'ils ont rajouté à une IP déjà existante. Et ça, c'est un truc hyper intéressant. C'est se dire, ok, finalement, la seule chose qu'ils ont fait, c'est de regarder une IP sous-valorisée, sous-monétisée, et après, ils sont venus brancher un Disney bis. En gros, si je caricature. Ouais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc ça, c'était pour toute la stratégie. Et attends, question, ils ont fait quoi des créatifs? Parce que Cocomelon avant ça, c'était quoi? C'était un mec dans sa chambre qui faisait des vidéos? C'était déjà un peu organisé quand même. Aucune idée. Alors, c'était quand même une boîte qui faisait, je crois, 20 millions par an, hein. Donc, c'était pas Monsieur Tout le Monde qui était un solopreneur qui faisait ça. C'était une boîte qui faisait déjà pas mal de cash, mais uniquement avec l'AdSense. En gros. Ok, ouais, je Donc, vois. au niveau des créatifs, je crois, sur l'article que j'ai lu, il semblerait qu'ils les aient gardés parce que finalement, le travail de production, ils ont laissé vachement faire ce qui était déjà en place. Et donc, ça m'étonnerait pas qu'ils aient gardé. Généralement, lorsqu'on rachète une boîte, Oui, non, mais tout à fait. Tout à fait. je pense qu'ils ont dû garder les équipes, faites ce que vous voulez, développer la chose, nous on s'occupe de la monétisation, je pense. Ok, ok. Certainement. Résultat, avec tout ça, en 3 ans et demi, euh, ils sont passés de 20 millions à. Je vais te donner les chiffres exacts. Ah là, c'est ça, ouais. Ils sont passés de 20 millions de dollars en 2019 à 50 millions en 2020, à 150 millions en 2021, et puis à 230 millions de dollars en 2023. Et au moment de la vente, je crois que la vente c'était 2021 ou 2022, ils étaient à 100 millions de dollars d'EBITDA pendant la vente. 100 millions de dollars d'EBITDA pendant la vente. Et donc en gros, en 3 ans, 4 ans, ils sont passés de je sais pas combien de millions d'EBITDA à plus de 100 millions, avec une marge à plus de 50%, un rachat, donc c'était en 2021, par Condell Media qui est soutenu par Blackstone, et les 3 fondateurs, René Richman, la CEO c'était John Robson. D'ailleurs, je crois qu'il y en a que 2, pardon, je crois qu'il n'y a que deux fondateurs. Ils ont empoché tous les deux 300 millions de dollars. Et le responsable de la fusion-acquisition a reçu 60 millions de dollars. ROI quasiment x10, puisqu'ils ont en tout levé plus de 400 millions. Quasiment ROI x10 en 3 ans sur ça. Pas mal. Pas mal, hein? Pas mal, pas Maintenant, mal. le truc que j'aimerais bien développer, Et attends, du coup, il y a juste un truc que je comprends pas dans les maths de l'opération là. S'ils dis-moi. avaient fait que du bancaire, qui détenait le reste? Parce que s'ils ont pris, je mets entre grandes guillemets, que 300 millions chacun, c'est-à-dire qu'ils avaient 10% de la boîte chacun, soit 20% pour les fondateurs. Les 80% restants, ils sont passés où? Aucune idée, mec. Peut-être que c'était pas que du poker, peut-être qu'il y avait des vrais investisseurs derrière. Ouais, Je pourrais pas je dire. pense. Bah, vu la manière dont c'est fait là, je le suppose, ouais. Est-ce que j'ai les chiffres ou pas? Ah voilà, ils ont levé 400 millions de dollars en dette et en capital. Ouais, tu dois avoir une partie de capital parce que sinon ils auraient eu tout dans la poche en fait. Tu retranchais la dette, éventuellement tu faisais 3 milliards moins les 400 millions de dettes s'ils n'avaient pas commencé à rembourser, et puis voilà, mais ok. Et du coup, la première question que je me suis posée lorsque j'ai lu cette histoire, euh, c'était comment est-ce que des putains d'inconnus, déjà, ont réussi à être suffisamment crédibles pour lever autant d'argent sur un pitch deck. J'ai quelques éléments de réponse, et je Ouais. pense que ça explique tout. Déjà, la première chose, c'est que c'était pas vraiment des inconnus. René Richman, c'était un ex-cadre sup de Disney et de Maker Studio. Euh,
Et le cofondateur John Robson, lui, venait de base d'une boîte qui s'appelait DHX Wildbrain, qui était propriétaire de Teletubbies. Teletubbies, oula, je dis mal. Les Teletubbies. Peut-être que tu connais. Tu connais ou pas? Ouais, ouais, bien sûr, bah, quand on était Teletubbies. gamin, ouais. Et donc de base, ils avaient une grosse crédibilité. Ok. Ensuite, ils sont arrivés avec une thèse qui était simple, qui aujourd'hui paraît brillante, mais je ne sais pas si à l'époque, enfin, c'est très facile de dire que c'était une idée de génie à l'époque, peut-être que ça pouvait paraître fou. La thèse, c'était juste de dire que ces chaînes faisaient des centaines de millions de vues, voire des milliards, mais c'était encore détenu par des créateurs indépendants et pas par les studios. Et qu'aujourd'hui, le marché était non consolidé, que les studios traditionnels sont beaucoup trop lents pour voir l'opportunité. Et donc, ce qu'ils voulaient faire, c'est racheter vite ces pépites qui étaient sous-évaluées, les monétiser à balle via les sponsors, via Netflix, via les produits dérivés, via ce que Ouais. tu veux. Et ensuite, aller voir eh bien, les studios traditionnels. La troisième chose, c'est qu'en fait, ils ont appuyé cette thèse, et j'ai dit tout à l'heure, auprès d'une banque d'affaires spécialisée qui s'appelait Ren Group. Et Ren Group, en fait, ils étaient spécialisés dans le divertissement. Donc, lorsqu'on fait ce type de move un peu ballsy, ça peut paraître débile, mais peut-être ne pas aller voir la Société Générale directement, mais plus aller voir, être curieux sur, OK, c'est quoi la banque ou le fonds d'investissement qui est vraiment spécialisé dans ce domaine Ouais, ouais. pour que Alors, je pour que puisse... tu saches, hein, la banque Non. d'affaires, elle donne pas l'argent. La banque OK. d'affaires, elle fait le M&A. Elle organise la levée. En fait, OK. c'est comme ça qu'ils ont fait. En gros, ils sont allés voir la bonne banque d'affaires qui avait, elle, la crédibilité pour pitcher et qui avait le réseau d'investisseurs nécessaire pour pitcher l'idée en question. Et en fait, c'est pas elle. Je connais pas Ren Group, mais je suppose que c'est le cabinet, enfin c'est ce qu'on appelle la banque d'affaires, c'est-à-dire le cabinet de M&A en fait. C'est elle qui a la levée auprès des bons investisseurs. C'est elle qui a reçu dans l'histoire 60 millions, je pense. Bah, là, pour le coup, c'était. Là, on parle de la levée, pas de la revente. Alors peut-être que de la Ah revente, oui. c'est après aussi la banque d'affaires qui a fait le deal aussi. Je sais En pas. règle générale, si ça s'est bien passé la première fois, c'est probablement le cas. Et donc je pense qu'ils sont allés voir ouais, une banque d'AF spécialisée sur le sujet et que les mecs avaient un très très bon réseau. En effet. Mais déjà, je savais même pas qu'il existait des banques d'affaires spécialisées sur le marché du divertissement. Si, mais t'en as spécialisé sur tout. Hein. T'en as Ok, sur le marché de l'agriculture, t'en as sur l'immobilier, t'en as sur tout ce que tu veux. Ouais. ok. Et en gros, une banque d'affaires, c'est juste des intermédiaires entre les personnes qui ont de l'argent et les personnes qui cherchent à lever. C'est pas eux directement qui vont apporter les fonds. Non, alors ils peuvent te structurer des produits dans certains cas de figure, mais non, 90% du temps, c'est ce que, à petit niveau, c'est ce que tu appelles des leveurs de fonds. Ok, C'est quand tu as un consultant qui te fait de la levée de fonds, quoi. Mais sauf que là, c'est beaucoup mieux organisé. ok. Et pourquoi on appelle ça une banque alors? Parce qu'en règle générale, ce qu'on appelle la banque d'affaires, ça fait partie des banques. Genre, toutes les banques ont leur banque d'affaires. Je te donne un exemple, le Crédit Agricole, qui est ta banque de dépôt, qui peut éventuellement investir sur un projet ou te donner de la dette, a un truc qui s'appelle CACIB ou CACIB, enfin, je sais pas comment ça se prononce exactement, mais. Et CACIB, c'est leur filiale banque d'affaires. Ok, Et ok, en ok. fait, chaque banque a sa filiale de banque d'affaires. Mais il y a aussi des banques d'affaires indépendantes, telles que celle que tu viens de me citer, que je ne connaissais pas du tout, mais je suppose que c'est ça. Ok. Voilà. Donc c'est le nom donné, mais en effet, c'est pas une banque au sens d'une banque de dépôt où tu l'entends qui aurait de l'argent sur des comptes. Ok, ouais, très clair. Du coup, j'ai plusieurs questions par rapport à ça. Euh, déjà, enfin, l'histoire, elle est folle. L'histoire, elle est folle parce qu'il y a plusieurs choses qui sont totalement dingues dans cette histoire. C'est déjà euh, cette capacité à repérer des actifs qui sont sous-valorisés par le marché. Ça, c'est dingue. Et est-ce qu'on peut rebondir un peu dessus? Est-ce que tu peux me dire si ça t'est déjà arrivé? Est-ce que tu peux me dire aujourd'hui si tu vois des actifs sous-valorisés par le marché? Euh, Parce que ce genre d'histoire, il y en a qu'une fois toutes les décennies. Quoi. Les personnes qui arrivent à prendre ce genre de choses et à faire un x10 en 4 ans, à sortir, passer de 0 à 300 millions d'euros cash chacun, c'est quand même assez délirant. Et ce qui est d'autant plus impressionnant, c'est que les valeurs d'entrée étaient déjà fortes.
Moi, j'ai déjà entendu ce genre d'histoire, déjà sur plus longtemps, pas sur 3 ans, mais peut-être sur 5 ou 10 ans, tu vois. Et avec des trucs de, ouais, j'ai acheté ça à la barre, à la casse, tu vois, c'était en train d'être liquidé ou je sais pas quoi. Et je l'ai remonté et j'ai fait 10 millions, tu vois. Ça, j'ai déjà entendu le bail plusieurs fois, mais sur des petites sommes. Là, le truc assez incroyable, c'est qu'ils ont réussi à rentrer sur un truc dont la valorisation C'était déjà pouvait très déjà élevé. sembler complètement surévaluée. Acheter une chaîne YouTube à 200 millions, ou même si c'est 3 chaînes YouTube à 200 millions, Ouais, je suis d'accord. c'était déjà assez incroyable comme move, tu vois. C'est En déjà fait, pas un truc. ils ont fait ça parce que, alors je sais pas exactement comment la boîte était structurée de base, mais c'est comme demander à un artiste de renoncer à son œuvre. Là, encore une fois, on parle pas de chaînes, de studios de production industrialisés qui font. Non, là, on parle de personnes qui font ça depuis 2006-2007. Ouais, Euh, Ils ont tout fait depuis chez eux, depuis leur garage très certainement. C'est leur bébé, quoi. C'est leur bébé, ça tourne avec de l'AdSense. Et donc, je crois ils avaient très certainement fait des dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires lors de leur vente de base, avec un EBITDA beaucoup plus faible. Euh, donc, de ce que j'avais lu, ils ont voulu, euh, ils ont voulu immédiatement aller voir les propriétaires de l'IP en leur disant, donnez-nous tout, on vous file un chèque, ouais. même si c'est un chèque qui peut paraître gros. Parce que justement, en fait, c'est de l'arbitrage, quoi. Même si ça peut paraître hyper élevé, de l'autre côté, tu as un professionnel qui a l'habitude de structurer des créateurs, de structurer de l'IP et d'amener de la monétisation de partout, pardon. C'est un mec qui a le réseau, il a bossé chez Disney, il a accès aux plateformes de streaming, il a accès aux annonceurs, il a accès à tout ça. Et donc, je pense qu'il avait vraiment une vision très claire de, OK, je vois l'IP, je vois l'opportunité qu'il y a derrière, je vois que les sous qui ne sont pas encore générés que l'on peut faire, bon, bah, je suis OK de faire cet arbitrage. Bien sûr. En effet, Non, ça peut paraître délirant, hein. ça c'est pour la première remarque que j'avais. Et la deuxième remarque qui me semble aussi importante, si tu veux, c'est de dire les actifs sous-évalués. C'est-à-dire que les actifs sous-évalués, ça a toujours été un truc par contre. C'est la base, tu vois, même de la stratégie de Warren Buffett qui te dit toujours, en gros, acheter des actions qui sont sous-évaluées, mal pricées par le marché. En gros, c'est très difficile de créer quelque chose de nouveau, tu vois. C'est très difficile de créer Apple. C'est très difficile de créer Apple en 1970. C'est très difficile de créer Google en 98. C'est très compliqué parce qu'il faut que tu aies à la fois le flair, la capacité à monter le truc, à le gérer correctement, à t'assurer que le produit il est bien dans, tu vois, dans l'idée que les gens en ont, trouver une monétisation, enfin, c'est extrêmement compliqué. Acheter des actifs, pardon, excuse-moi, acheter des actifs sous-évalués, c'est un autre sujet. C'est-à-dire que là, si tu es bon à spotter les actifs, dans l'immobilier typiquement, voilà, où moi j'officie, c'est le grand jeu de beaucoup de gens. C'est plus facile de spotter un actif sous-évalué, de l'acheter, de le rénover rapido et de le remettre sur le marché, que ce ne l'est de faire un programme de promotion complet sur un terrain vague où tu définis un concept, tu vois, tu mets le concept en vente, machin. C'est plus facile de spotter ces actifs-là. Et il y a beaucoup de gens, et c'est drôle qu'on aborde ce truc-là aujourd'hui. J'ai rencontré des gens, et c'était vendredi dernier, juste avant notre podcast précédent, et évidemment, pour l'instant, je travaille pas encore avec eux, donc je tairai tout le nom et tout ça, mais qui ont une stratégie mais extraordinaire. Leur stratégie, ça a été d'acheter des terrains complètement sous-évalués et d'y construire, tu vois, des cellules artisanales. Donc en gros, c'est juste de la tôle où tu peux garer des voitures utilitaires, stocker du bois. Enfin, théoriquement, le business n'est pas du tout sexy. Théoriquement, tu dis oui, mais attendez, s'il y a une crise économique, tu peux trouver toutes les raisons de ne pas aller sur ce business-là. Et puis les marges sont certes importantes en pourcentage, mais tu sais, c'est sur des petits montants à chaque fois. C'est des bâtiments à 150 000, 200 000, 300 000 euros. Et en fait, les mecs ont été tellement forts qu'ils ont fait des partenariats avec toutes les boîtes qui ont besoin de stocker des trucs à grande échelle. Je te dis des trucs, je ne sais pas si c'est leur client, mais pour te donner un ordre d'idée, du Carrefour, du Saint-Maclou, du Leroy Merlin, même du Burger King, tout ce que tu veux. Et les gars ont rempli
tout le parc. Et ils ont aujourd'hui une fortune, tu vois, d'un demi-milliard. Un demi-milliard Énorme. de patrimoine net qui génère, j'en sais rien, je sais pas les chiffres, mais qui génère probablement des millions, voire des dizaines de millions tous les mois. C'est incroyable. Ils sont combien? Ils sont combien? Et j'imagine qu'ils ont levé des fonds, ils sont passés par une banque. Comment ça s'est passé? Je sais pas, je connais pas encore assez bien, mais Ouais. vu la typologie des choses, je pense que c'est pas des gens qui ont fait de la levée de fonds au sens où on l'entend là, mais qui ont fait du bancaire. Et ils sont combien? Ils sont pas énormes, ils doivent être, je sais pas, une vingtaine. Allez, s'ils sont 50, c'est le bout du monde. Personne ne les connaît, personne n'en entend parler, et ils veulent rester comme ça, et c'est très bien, mais c'est le genre de cas de figure, et il y en a des tonnes en France, des trucs comme ça, qui achètent des actifs sous-exploités. Pareil, des gars qui ont des boîtes de construction, tu vois, de rénovation. Mais en fait, ils en achètent une, deux, trois, cinq, 10, ils en ont partout en France, et le groupe se finit par faire 30, 40, 50, 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, avec des marges, en règle générale, au minimum à 20, et ça tourne. Et ça, je pense que c'est l'ancienne version, on va dire, de ce que tu viens d'évoquer là. C'est-à-dire que maintenant les mecs se disent, ok, bah, c'est plus du foncier sous-évalué ou des activités traditionnelles de services sous-évalués qu'on va acheter. On va acheter de l'IP sous-évalué. Parce que je pense que de l'IP sous-évalué, il y en a plein. Il y en a partout, Dans le digital ou de manière générale? de manière générale. Ok. De manière générale, je suis à peu près sûr. Combien de productions n'ont pas été de qualité mais n'ont pas trouvé le bon marché ou n'ont pas trouvé, tu vois, la monétisation correcte. Je vais te donner un exemple. Aujourd'hui, ça paraît évident pour tout le monde, Marvel. Mais au milieu des années 2000, plus personne voulait de Marvel. Je sais plus qui a vendu Marvel à attends. Non, Sony a revendu ses droits qu'il avait achetés avant, sauf Spider-Man et je sais pas quoi, pour une bouchée de pain. Et c'est devenu, je suis sûr qu'il y a des licences cinématographiques, des grosses licences qui seraient peut-être potentiellement à vendre pour pas grand-chose. Je suis sûr que dans le jeu vidéo, il y a plein de licences des années 80, 90 et peut-être même des années 2000 maintenant, qui valent plus rien. Parce que c'est passé de mode ou je sais pas quoi, mais tu commences à faire un revive et tu relances le truc, c'est certain qu'il y a des trucs qui vont marcher. Donc je pense que des actifs sous-pricés en termes d'IP, il y en a jamais eu autant. Parce que t'imagines la production IP qu'il y a en ce moment. Toi, moi, on peut produire, entre guillemets, de l'IP. Ce qui était impensable il y a 20 ans. Donc imagine-toi le nombre de créateurs, d'inventeurs, de petits auteurs, de mecs qui font des fictions audio, de mecs qui font des podcasts, de mecs qui font... Et, tu vois, et que tu pourrais, d'une manière ou d'une autre, rassembler et utiliser cette IP pour faire mieux. Le paradoxe avec ça, c'est que, et tu l'as dit en préambule, et c'est hyper intéressant, Webedia, qui avait fait, qui a un modèle d'IP, hein, quelque part, ils achètent des sites web où il y a énormément de trafic, Allociné, jeuxvideo.com, machin, et ils ont un studio de créateurs, de créateurs qui est en difficulté. Et eux, paradoxalement, alors qu'ils ont de l'IP, ou en tout cas les droits de monétiser l'IP, je sais pas exactement comment c'est géré chez eux, mais voilà, et ben ils ont jamais été autant en difficulté. C'est un truc que j'explique pas. Après, ce que tu as évoqué juste avant, ça a été vendu aux alentours de 2021, 2022, 2023, à une époque où le marché était quand même comme ça. J'aimerais bien voir ce qui se passe aujourd'hui sur les valorisations de tout et n'importe quoi d'ailleurs. Ouais, pas faux. C'est vrai que Je... du coup, c'est intéressant dans cette histoire parce que c'est un enchaînement. Alors, il y a eu talent, bien sûr, mais un enchaînement de chances. Cette chance de. Les mecs sont tombés sur ces IP sous-valorisés. Ces mecs ont réussi à tomber dans une période où les levées de fonds étaient beaucoup plus faciles. Euh, et avec très certainement aussi la bonne banque d'affaires. À une époque, en plus de
l'explosion 2021 et tout, ça a été aussi l'explosion encore plus qu'aujourd'hui du digital, de YouTube. Les gens, il y a le confinement, donc forcément les vues ont dû décoller de partout, et donc des prévisions de croissance pour les boîtes de divertissement qui ont dû décoller. Et l'apothéose du coup fin 2021, où n'importe quel type de boîte pouvait se vendre à une valo absolument délirante. Ouais, non, mais c'est ça. Je pense qu'il y a aussi un truc, tu vois, le fait d'en discuter là et de se poser me fait dire, est-ce que ce qu'on évoque là sur ce cas, qui est incroyable et c'est trop cool qu'on en parle, mais est-ce qu'il serait reproductible réellement aujourd'hui Je dans un pense écosystème qu'il serait beaucoup plus peut-être, compliqué? je pense qu'il serait peut-être pas reproductible sur ces ordres de grandeur, mais dans un écosystème plus compliqué, c'est aussi un prix d'achat qui est plus faible aussi de base. Un prix d'achat qui est plus Carrément. faible, avec potentiellement une croissance du digital qui continue à croître. Alors peut-être pas un ROI x10 en 4 ans, mais des personnes qui font des achats-reventes, qui font des x3, x4, x5 sur des très très gros montants, je pense que ça peut toujours le faire. Et du coup, ma question, c'est est-ce qu'aujourd'hui tu verrais, si on reste sur du YouTube, sur de la créateur économie, donc d'ailleurs YouTube ou quel que soit le type de réseau social, est-ce que tu verrais aujourd'hui une IP sous-valorisée que les personnes ne regardent pas vraiment? euh, alors restons sur ça. Je vais même pas continuer la phrase en complétant en disant et sous-monétisé, parce que c'est un autre volet aussi, puisqu'il faut quand même pouvoir faire grossir la chose. Mais est-ce que toi tu verrais un type de contenu, un type d'IP qui est encore beaucoup trop sous-regardé par les investisseurs? Les infos, Les infos, l'actu? l'actu. Ah ouais? Incroyable. Pourquoi? Pourquoi? Parce que l'actu en ligne, hein. Ok. Je te parle pas de BFM, hein, je te parle pas de BFM là. Quel format? Tu parles du format écrit, du format vidéo? J'ai envie de te dire peu importe. En Ok. fait, en fait, je pense que les gens et je pense que nos générations ne consomment plus du 20h. Ok? Ne consomment plus du journal classique, ne consomment plus tout ça. Et donc, du coup, consomment et il est très fort pour ça, du Hugo Décrypte, tout ce genre de trucs, tu vois. Ou de l'actu spécialisé, un peu comme, tu vois, on peut le faire nous, et puis il y a plein de mecs qui le font avec à beaucoup plus grosse échelle, et ce genre de choses. Et je pense que c'est un marché qui est encore éclaté. Hugo Décrypte, il a beau très bien marcher, tu vois, il appartient pas à Disney, à ce que je sache. Je pense que les groupes médias n'ont pas encore investi massivement dans des créateurs qui porteraient l'équivalent d'une chaîne. Si j'étais Canal+, disons, ou si j'étais le groupe Sud-Ouest, je m'amuserais pas à essayer de racheter d'autres journaux. Je m'amuserais pas à pousser la presse en ligne ou quoi, c'est déjà vieux, entre guillemets. Je m'amuserais à pousser des créateurs de contenu qui deviennent, alors il leur faut plusieurs pour pas que tu sois exposé trop à risque, mais qui deviendraient la face, entre guillemets, de mon média. La phase du média sur les plateformes du média en question, ou la phase du média sur leur propre plateforme, mais qui appartiendrait, dont l'IP appartiendrait aux médias. Les deux en même temps. Pourquoi? Parce que c'est là que vient le truc un peu intéressant. Aujourd'hui, plus personne ne va sur les sites de journaux, à moins que tu tombes sur un truc, voilà, mais tu vas pas. Enfin, moi, je suis abonné à aucun journal et je n'ai aucun problème pour trouver de l'information. Je veux dire, admettons que tu vois, je tombe sur un paywall, sur un truc, je copie-colle le titre, je le tape, j'ai 5 articles qui ont. Enfin, honnêtement, en gratuit, qui le mettent dans la seconde. Et pourtant, un journal comme Les Échos voit ses abonnements payants décoller aussi. Je sais, je sais. Pour moi, c'est pas du tout une habitude de consommation. Mais d'ailleurs, les échos le fait un peu. Les échos, sur la partie tech, que je suis, qui est un peu, ils ont deux, trois journalistes là, qu'ils ont essayé un peu de starifier. Starifier. Doucement, mais
mais tu vois, il leur donne des créneaux sur la chaîne des Échos avec des petites vidéos qui sont sympas et tout. Du coup, tu vois le visage des personnes qui il y a une dame, Charlie ou Charline, qui est passée sur Silicon Carnet, je crois, si je dis pas de conneries. Et donc, tu Ouais. vois, qui porte un peu cette thématique personal branding, mais ça irait plus vite pour eux de dire juste j'achète Hugo Decrypt. Mais je suis pas sûr que pour le coup ce soit une stratégie des échos. Je pense juste que c'est Charline qui développe son propre personal branding sur ses réseaux et qui a des potes, qui est pote avec Carlos Diaz très certainement. Carlos Diaz dit bah tu t'écris des posts intéressants sur LinkedIn, vas-y viens passe-nous voir. Donc je pense que c'est plus une stratégie individuelle que une stratégie Peut-être, médiatique. peut-être, complètement. Là-dessus, j'ai pas d'avis entre guillemets. T'as peut-être complètement raison et voilà. Mais si c'est pas le cas, c'est plutôt smart de la part des échos, je trouve. Ou en tout cas, à minima, si les échos encouragent ça. Alors tu vas me dire, ouais, si elle se barre demain, ça peut être un problème. Oui, peut-être. Mais en même temps, si elle se barre pas, tu profites de tout ça. Et pourquoi demain, il pourrait pas racheter tu vois, investir dans, peut-être pas racheter, mais investir dans Hugo Decrypt, investir dans, tu vois, ce que nous on fait avec des stratégies de newsletter, investir dans pourquoi les échos n'auraient pas racheté Morning Brew. Et, tu sais par qui avait été racheté Morning Brew? Je me souviens plus. Ouais, Axel Springer. Ouais, alors là, c'est encore un game, hein. Quoique. Un peu Axel au-dessus quand Spring. même. Quoi? C'est un game un peu au-dessus, mais ça reste un game très média. Très, très, très Ouais, média. c'est un game très média, mais qui a un poil différent quand même. Mais oui, mais tu vois, entre guillemets, ça tient, hein. Et ça, je pense que là, il y a de l'IP sous-évalué. D'ailleurs, notre ami commun Pierre rachète des newsletters. Alors lui, il est spécialisé sur la newsletter, mais quelque part. Et il considère aujourd'hui que c'est un IP sous-évalué et il considère qu'on peut acheter, tu vois. C'est vrai qu'en fait, une stratégie d'un groupe média pourrait être de dire, ok, moi je suis un média business et je vais racheter tous les youtubeurs aujourd'hui qui parlent d'actu business sur YouTube. Et donc mon positionnement, c'est de dire, ok, peut-être que l'ère du média unique, on a une chaîne télé où tout le monde passe, et c'est en train de d'éclater avec l'apparition des youtubeurs, des créateurs. Eh bien, je fais le pari en fait d'un écosystème d'actu, mais éparpillé, mais sous une même marque. Et donc du coup, je sais que l'actu va être, que l'audience va être éparpillée sur plusieurs marques, mais je vais maîtriser euh, tous les canaux de diffusion par lesquels ils vont s'informer. Et donc, je vais prendre des parts chez tous ces créateurs-là. Et puis en plus, tu n'as plus qu'à faire une seule porte d'entrée pour les monétisations. Ouais. Donc Et soit tu as de justement, l'AdSense, soit tu as du contrat pub, et le contrat pub, après, tu te débrouilles pour tu vois, pour le dispatcher. exactement. Et ça, justement, c'était un des sujets que je voulais voir avec toi, c'est les roll-up. Est-ce que tu vois ce que c'est ou pas les roll-up? J'ignorais ce que c'était il y a à peine 6 heures, hein. Non. Je regarde bien si c'est ça, ouais, la stratégie du roll-up. En fait, c'est une stratégie qui est très simple. Ça a été beaucoup fait par certaines boîtes sur Amazon. C'était de dire, en fait, on va acheter plein de boîtes similaires et on va les optimiser parce qu'en fait, on va tous les piloter depuis une centrale supérieure où en fait, on va enfin, on va mieux organiser la compta, mieux organiser la Ah trésor, oui. mieux organiser la sponsor, etc., Ah oui, etc. moi, j'ai toujours appelé ça du build-up, mais ok. Ouais, Ok. bon. Et ça a été beaucoup fait chez Amazon. Je sais que pas mal se sont cassés la gueule d'ailleurs sur ça. Et finalement, c'est un peu ce qu'ont fait les mecs de chez qui ont racheté Cocomelon. Ils ont fait ça, mais avec le divertissement. Et je pense, toi, tu es en train de le faire aujourd'hui avec l'immobilier. Certaines Ouais. personnes, de manière générale, certaines personnes le font dans d'autres niches. Et c'est vrai que le faire sur ce que tu viens de dire dans le média d'actu, en effet, ça peut être hyper intéressant parce que tu as juste finalement, tu gères juste la pièce centrale gère tout ce qui est compta, monétisation, tout ce que tu veux, et tout le reste, c'est que de la création de contenu, tout simplement. Donc, finalement, assez simple à piloter, une fois que tout est en place. Bah, disons que tu peux piloter plus facilement ce genre d'activité est moins difficile à piloter qu'une pure boîte, tu vois, où tout est intégré. Ok, ouais. Parce qu'en règle générale, passes par des filiales. Dans les filiales, tu as des directeurs, enfin si c'est comme chez nous, tu vois. Et donc, ces directeurs gèrent leur centre de profit, on va dire, pour la faire courte. Et donc, voilà, tu vois. Ok. Euh, L'autre question que je me suis posée, c'est
Est-ce que finalement, parce que beaucoup de personnes, alors, c'est en train de se développer quand même, mais la narrative globale, c'est les mecs, vous allez lancer un business, vous allez devenir riche, vous allez vous faire de l'argent. Mais lorsque je vois les personnes qui ont déjà, ils ont déjà quand même un casier qui est assez solide, hein, qui arrivent à lever sur un pitch deck 200 millions et qui en 4 ans sortent avec 3 milliards, hein, 300 millions chacun, euh, cette stratégie du M&A, est-ce que finalement ce serait pas la méthode la plus simple pour passer non pas de 0 à 1, mais de 1 à 10 euh, sans te faire chier avec la partie tranchée qui est le début d'une startup où en fait tu sais pas si tu as ton product market fit, c'est hyper compliqué, tu galères, tu n'arrives pas à trouver des financements. Est-ce que finalement il n'y a pas un monde où le vrai game se joue au-dessus? Il y a- Moi, j'entendais des mecs qui disaient un jour, personne n'est jamais devenu riche en montant une boîte, c'est toujours en rachetant. Et alors évidemment, là, tu vas me trouver plein de contre-exemples. Et en fait, et le mec disait, il a anticipé le truc en disant, oui, mais dans tous les contre-exemples que vous venez de me citer, la stratégie de croissance principale a été le rachat, au bout d'un moment. Et donc, si tu regardes en effet Google, ils ont une première boîte qui a cartonné, enfin, première monétisation et tout ça, mais si tu regardes attentivement, Android, qui les a propulsés parce qu'il les a mis sur tous les téléphones, ils l'ont racheté. Waze, ils l'ont racheté. YouTube, qui est quand même le deuxième moteur de recherche après Google, ils l'ont racheté. Ce qui est devenu AdSense ensuite et tout ce qui est, tu sais, console de monétisation, c'est pas eux qui l'ont développé, ils l'ont racheté quasiment dès le début. Et évidemment, je te passe tout un paquet de startups pure tech qu'il Ah, fallait racheter. je savais pas pour le coup qu'ils avaient racheté la console de monétisation. C'est fou ça. Tu regarderas une de leurs premières acquisitions, c'est Ok. un truc qui s'appelait plus ou moins AdWords. Et en fait, ils ont intégré ce truc-là, ils l'ont retravaillé. Je te dis pas qu'ils n'ont pas fait de taf, hein, mais ils ont racheté un truc qui faisait ça. Ok. Là, ils viennent Intéressant. de racheter une boîte de cybersécurité. Tu vois, enfin, énormément, enfin, ils ont fait énormément de rachats. Facebook, on le présente plus. Hein. Ils ont une plateforme qui aujourd'hui est peut-être celle qui est la moins en vue. 20 ans plus tard, c'est celle qui est la moins en vue. Mais ils ont été très bons. Ils ont racheté Instagram, ils ont racheté Oculus, ils ont racheté WhatsApp. Et ils ont racheté, pareil, tu vas sur Wikipédia, tu tapes liste acquisition Facebook et tu te rendras compte que il y a mais des dizaines de lignes d'acquisition dont tu n'as aucune idée, des fois pour 10 millions, 20 millions, 30 millions, et en fait de boîtes qu'ils ont intégrées pour réussir à faire ça. Donc, si tu veux vraiment scaler vite, tu es obligé de passer par de l'achat. Regarde LVMH. LVMH, ce n'est que du rachat de boîtes. Donc Elle, finalement, est-ce que c'est un vrai game d'entrepreneuriat ou est-ce que le vrai game c'est de la finance? C'est être un financier, de bien gérer les chiffres, d'avoir une bonne vision et d'être très bon dans le pilotage. bah, la question, c'est toujours la même chose. C'est comment décoller les pieds du sol. Si c'est ta première boîte, il y a de grandes chances qu'on ne te file pas 20, 30, 40 millions pour racheter un truc. Parce qu'on va dire, mais qu'est-ce qui fait que toi, tu as plus de légitimité que le mec qui est en place ou l'équipe qui est en place. Donc en fait, au départ, on va pas te le filer. La startup, elle sert à ça. Elle sert à prouver que tu es capable de faire un premier truc qui génère du fric. Une fois que tu as fait ça, que tu as la crédibilité et que tu as de quoi faire un peu de rachat, en effet, et c'est pour ça que souvent les CEO très créatifs se font virer ou sortir, malheureusement. C'est parce que tu rentres dans un game où le but c'est d'acheter des boîtes, de structurer, de cracher du cash flow ou de la valorisation et tout ça. Et en fait, les gros games de levée de fonds, tu vois, de ces dernières années nous ont aussi fait un peu oublier ça. Parce que t'as des mecs qui pouvaient avoir des boîtes qui valaient 1 milliard sur une mono-activité, tu vois. Un seul truc. Ce qui était impensable, en fait, il y a quelques dizaines d'années. Maintenant, c'est possible, voire j'exagère, mais quasiment c'est monnaie courante. J'exagère un peu, mais voilà.
Mais le problème, c'est que quand les marchés se retournent, tu vois, est-ce que tu es vraiment aussi bien protégé qu'un LVMH ou qu'un, tu vois, ou alors encore pire, tu sais, des groupes industriels indiens où ils ont 45 activités, ils font de la construction, de l'éolien, ils vendent des bagnoles, ils font du consulting, ils font de l'IT, ils font du, tu vois. Alors certes, c'est pas du tout sexy et ça va à l'encontre du playbook startup et de tout ça. Oui, mais force est de constater que si tu prends la liste des personnes les plus riches de la planète, Elon Musk n'a pas créé Tesla, si on va par là. Il a acheté Tesla. Enfin, Ouais, acheté. mais il a été, en fait, il a été le tout premier investisseur de Tesla, hein. Le tout premier investisseur de Tesla, c'est lui il a co-créé la première bagnole, hein. Tout à fait. Mais je suis d'accord avec toi. Je te dis pas qu'il n'a pas d'impact sur le produit. Je te dis juste que si on regarde pragmatiquement, c'est une sorte de move de M&A, quoi. Tu vois ce que je C'est veux dire? vrai, c'est vrai, mais ouais, je sais pas si c'est le bon exemple pour le coup, parce il a mis les mains dans le En fait, il a pris les hommaires de la startup, euh, s- mais avec un move de M&A, si tu veux. En fait, si tu veux, je te dis pas qu'il faut pas prendre les emmerdes de la startup ou d'un format de startup. Je dis juste qu'à un moment, tu es obligé d'en passer, je pense, par une forme ou une autre de rachat, et que les mecs les plus riches finissent toujours par avoir une sorte de, peu importe la manière dont il est structuré, mais de petit empire. Tu vois, aujourd'hui, Musk, ce qu'il essaye de faire, j'ai l'impression, c'est de tout rassembler sous une espèce de méga holding commune. Tu vois, là, il a fait X avec XAI, on mélange. Je serais pas surpris qu'un jour il y ait une espèce de mélange Twitter, Tesla, enfin, tu vois, tout en même temps. Alors, ce qui est compliqué parce que Tesla est coté en bourse, machin, mais je pense que c'est un peu le move qu'il essaye d'avoir. Et en fait, Microsoft, combien de boîtes ils ont racheté, tu vois? Xbox, plein de trucs. Ils ont peut-être créé Xbox, je dis peut-être que là j'ai de la merde. En tout cas, ils lancent plein de produits, tu vois. Et donc, je pense que tu es obligé. Enfin, je pense que si. Voilà, on va reformuler pour bien répondre à la question. Mais je pense que si l'objectif, c'est de créer une boîte mondialement connue et à minima de niveau mondial en termes de volume et de, on va dire, ne serait-ce que de CA, t'es obligé de passer par du rachat. J'aimerais, s'il y en a une qui n'a pas fait de rachat ou dont les rachats sont vraiment minimes, juste tu vois, pour acquérir une technologie ou un truc, je serais hyper chaud qu'on nous la donne en commentaire. Apple. Compliqué. Ils ont quand même claqué, tu vois, 3 milliards pour les casques Beats et tout ça, qui sont derrière devenus, enfin, tu vois, ils ont, à partir de là, fait évoluer la tech pour ce qui est devenu les AirPods, qui est devenu hyper, enfin, une verticale hyper importante. Et Apple, il faut quand même regarder, mais ils ont une liste de boîtes achetées qui est monstrueuse aussi. Bon, Amazon, c'est que, enfin, tu vois, tout ce qui est Twitch, les studios pour qui produisent les films pour la plateforme de streaming. Enfin, bon, bref, Amazon, c'est que ça. Je sais pas, je serais curieux de trouver une boîte qui n'a pas fonctionné par du M&A. Écoutez, c'est votre rôle dans les commentaires, même sur Spotify ou Apple, laissez-nous un commentaire et listez toutes les boîtes qui se sont très bien sorties sans passer par l'achat. Ça pourrait être intéressant. Ouais, ouais, je serais curieux de savoir, mais je pense que beaucoup ont quand même des listes d'achats très importantes. Donc je pense que quand tu veux, pour répondre parfaitement à ta question, je pense que quand tu veux franchir un palier, tu dois en passer par des formes de M&A. Eh bien, écoute, je te propose de conclure sur ça. Parfait. Merci à tous. Dites-nous si ce format histoire vous plaît. Moi, j'aime bien. Je sais qu'il y a certaines chaînes YouTube américaines, certains podcasts comme My First Million qui le font pas mal. Euh, si vous en voulez plus, n'hésitez pas. Abonnez-vous, laissez-vous des commentaires, ça nous fait toujours très plaisir, on lit tout. Sur Spotify aussi, Apple Podcast, abonnez-vous, vous pouvez laisser aussi un petit avis. On pousse jamais ce lien-là dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux, mais on a déjà 142 abonnés sur Spotify, alors que j'ai jamais depuis l'existence partagé le lien Spotify ou Apple, ce qui est pas mal, c'est que du référencement naturel.
Donc voilà, si vous nous écoutez sur ces plateformes, n'hésitez pas à laisser un petit like, à nous mettre une notation, nous laisser un commentaire. Et puis, si vous souhaitez nous envoyer un message, je vous mets bien entendu l'email principal, mais aussi nos contacts directs dans la description. Alex, à la prochaine. À la prochaine.